Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux classes de CM2, mais aussi à celles et ceux derrière leurs écrans. Kira, Mariam et moi-même sommes en direct au studio Molière du lycée français de Vienne pour la semaine des web radios 2023 organisée par l'AEFE, à l'occasion de la 34e semaine de la presse mise en place par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Kira, peux-tu nous en dire plus ? Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder des sujets cruciaux et passionnants. Plongeons sans tarder dans la thématique de cette 34e semaine de presse et des médias, l'information sur tous les fronts. Que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, le rôle du journaliste est primordial. Plus nous recueillons et lisons d'informations, plus nous acquérons des connaissances, plus nous sommes capables d'être responsables de tirer des informations justes et exactes. L'information nous permet de nous cultiver sur des sujets variés dans tous les domaines, que ce soit à l'école ou dans la vie privée. Les informations pertinentes influencent nos choix dans la vie quotidienne. Par exemple, nos goûts en matière de politique, de culture, le cinéma, le théâtre ou dans l'art, etc. Ainsi, ça influence également notre ouverture dans le monde. S'exprimer sur tous les fronts n'est possible que si nous avons le droit à la liberté de presse et à la liberté d'expression. La libre circulation de l'information nous donne la possibilité d'avoir des opinions variées, tout en préservant des idées démocratiques, et nous donne la confiance, en tant que jeunes citoyens, de grandir et de savoir qui nous sommes. Disposer d'une information transparente nous permet de voir les choses clairement. Sans ces droits fondamentaux, l'information sur tous les fronts n'est plus possible, et nous devons craindre la censure ou les poursuites pour nos idées. Mais revenons à notre problématique. Lorsque l'on parle de l'info sur tous les fronts, pourquoi parler de front ? Y a-t-il un combat ? Plusieurs. Si oui, lesquels ? Lorsque l'on parle de front, l'on pense tout de suite au journalisme de guerre, à ces hommes et à ces femmes qui nous informent, au péril de leur vie. Mais est-ce le seul terrain sur lequel les journalistes doivent combattre ? Non. À l'heure où le complotisme des fake news et des réseaux sociaux, aux algorithmes qui informent et isolent l'info, c'est-à-dire une information fiable, vérifiable et qui cite ses sources, ne passe pas toujours et partout. Ainsi, la désinformation est-elle aussi un danger qu'il faut combattre ? Mais avec quelles armes ? C'est justement, entre autres, ce que nous allons observer pendant les 50 minutes que nous allons passer ensemble. Vous allez découvrir des élèves et leur enseignant qui a pris à bras le cœur de ces questions. N'en disons pas plus. Et commençons par 2 questions liminaires que nous allons poser à notre public. Bonjour, chers élèves de CM2. Donc, les questions que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un journaliste ? Alors, pour nous, un journaliste, c'est quelqu'un qui est là pour nous informer des informations sur l'actualité, donc du quotidien, qui vient soit sur les réseaux sociaux, soit même écrit sur un papier. N'importe quelle manière, ils essayent de nous passer quelques messages de qu'est-ce qui se passe dans le quotidien, l'actualité. Un journaliste, c'est une personne qui travaille pour faire passer les nouvelles et qui passe ce qu'on a besoin pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et donc, à quoi servirait un journaliste ? Alors, un journaliste servirait pour actualiser les nouvelles pour les gens. Merci beaucoup de vos réponses. Passons maintenant à un autre projet. Dans le cadre d'une activité organisée par les documentalistes du lycée français de Vienne, pour la 2e année consécutive, à l'occasion de la semaine de la presse, de nombreux élèves ont été confrontés à ces questions-là. En effet, pour cette 34e édition de la semaine de la presse et des médias,
Les professeurs documentalistes Magali Campner et Emma Merlot ont décidé de mettre en place, comme l'année dernière, une des activités proposées par le CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Cette activité s'intitule Classe Investigation. Les objectifs des activités proposées par le CLEMI sont ambitieux. Aider les élèves de la maternelle au lycée à comprendre et décrypter l'univers des médias, mais aussi à reprendre à vérifier les sources d'une information et enfin à développer un goût pour l'actualité qui permet de se forger une identité de citoyen. Voyons donc ensemble en quoi consiste Classe Investigation. Des reporters en herbe, des journalistes en quête d'actualité ont peuplé le lycée. Au cours de la semaine de la presse, les documentalistes du CDI ont proposé à des élèves de la 5e à la 2e des projets créés par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Le principe, rassembler des informations, travailler en groupe et créer leur propre reportage vidéo. 3 scénarios leur étaient proposés. 2 jaguars disparus d'un zoo, l'explosion d'une usine en Normandie et le procès Bobigny, un procès historique qui a conduit à la légalisation de l'avortement. Alors le projet a commencé avec le rassemblement des informations par des interviews des gens qui étaient présents sur le lieu où l'explosion a passé, parce que l'histoire sur laquelle on devait faire un reportage, c'était l'explosion d'une usine. Et donc on a d'abord rassemblé toutes les informations. Et ensuite, on a fait le reportage. Du coup, on est sorti devant l'école et on a filmé des camarades qui faisait partie de notre groupe. Et du coup, il a dû être dans le rôle du journaliste, du reporter, pour raconter l'événement. Mais Classe Investigation n'a pas uniquement été un simple moment de divertissement pour les élèves. En partenariat avec l'Éducation nationale, le CLEMI a en effet créé ce projet pour faire découvrir aux jeunes le métier de journaliste, mais aussi pour les mettre en garde contre les informations qu'ils reçoivent, dans un monde où il est fondamental d'en faire le tri. Le projet en fait était au début imaginé par un groupe de travail qui alliait des journalistes, des enseignants, à la fois du premier degré et du second degré, et qui réfléchissait à trouver des bons outils, des bons formats pour que les élèves travaillent sur ces sujets-là et que ce soit un bon moment pour les élèves et un bon moment pour les enseignants et qu'en plus ils apprennent des choses. En comprenant les questions qu'on se pose, est-ce que ça je peux en parler ou pas, qui m'en a parlé, est-ce que ça j'en suis sûre ou pas, et en fait c'est qu'en se posant toutes ces questions-là qu'on pouvait ensuite avoir une idée de ce qu'est le métier, et du coup de se poser aussi les bonnes questions quand on lit un article et quand on reçoit en fait cette production faite par les journalistes. Et on a trouvé que c'était surtout très important qu'après le jeu, quand on a été reporter et qu'on a fait son reportage, qu'on ait cette discussion tous ensemble, qu'on débatte, parce que le but c'est vraiment de comprendre que l'information en fait ça se fabrique et que ça tombe pas du ciel, que c'est pas magique et que tout le monde, si c'était magique, tout le monde couvrirait les mêmes infos de la même façon. En somme, Classe Investigation a été appréciée par l'ensemble des élèves et sera certainement bienvenue l'an prochain. Des élèves de 4e et 2e qui ont participé à Classe Investigation. Bonjour et merci d'être là. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce projet et les étapes de ce projet ? Donc d'abord, nous avons regardé une vidéo qui nous a placés dans le contexte du procès qu'on allait étudier. Après, nous avons pris des tours avec notre binôme pour écouter les témoignages des personnes qui étaient concernées lors du procès. Et après, on devait trier les informations et choisir les informations les plus importantes. Et on devait enregistrer un reportage. Et comment avez-vous fait pour trier, vérifier et sélectionner les informations ? Donc, nous avons dû d'abord essayer de savoir qu'est-ce qui était le plus crucial et aussi décider quelles informations étaient plus importantes que d'autres. Aussi, nous avons dû en faire un texte que nous avions dû ensuite tourner en vidéo. Et avez-vous eu des difficultés en faisant cela ? Ou plutôt, quelle était votre plus grande difficulté ? Alors, la plus grande difficulté qu'on a eue, je pense, c'était le temps. Surtout à la fin, quand on a dû rédiger ce qu'on allait dire pour le reportage. On avait très peu de temps et c'était compliqué, mais après, on a réussi à le faire. Et étant donné que vous avez dû en faire un, quelle était la chose qui vous a le plus marqué dans la création d'un reportage ?
ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous avons eu que 20 minutes pour écrire un texte et les journalistes, c'est assez dur pour eux, du coup, j'imagine. Pouvez-vous nous dire 2 choses que vous avez apprises durant ce projet ? On a un peu appris comment trier les informations, comment comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et aussi la démarche que fait un journaliste en écrivant un reportage. Et finalement, cette activité vous a-t-elle fait changer de point de vue sur le métier de journaliste ? Donc je fais partie de l'atelier de journalisme du LFV, donc ça m'a déjà un peu fait changer d'avis sur le métier du journaliste, mais je pense que cette activité m'a aidé aussi à voir que ce n'est pas facile d'être journaliste et que c'est un gros travail et il faut aussi savoir rédiger et être rapide, et je pense la contrainte du temps était très importante, et donc ce n'est pas un métier facile. Merci beaucoup. Le reportage sur Classe Investigation a été réalisé par une élève du club journal du lycée. Et nous avons justement ici avec nous Madame Spring qui anime ce club. Madame Spring, vous êtes professeure de lettres au lycée français de Vienne depuis 6 ans et vous avez créé le club journal du lycée que vous animez depuis 2 ans. J'aimerais bien vous poser quelques questions. D'abord, comment ce club a-t-il vu le jour ? Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, Kira, le club est parti d'une rencontre, comme beaucoup de belles histoires commencent par une rencontre. Donc, une rencontre entre Vianney Laurin, dont vous entendrez parler à nouveau un peu plus tard dans ce direct, qui est journaliste indépendant à Vienne et qui était intervenu lors de la semaine de la presse, justement, il y a 5 ans, ici au lycée, auprès des classes de 3e. Et il avait passé 1 heure à leur présenter le métier de journaliste, à leur parler des fake news, à parler à mes élèves des fake news. Et suite à cette première rencontre, j'ai eu envie de monter un projet avec lui, un projet donc, de plus grande envergure. Et donc, je l'ai invité à venir l'année suivante, finalement apprendre le métier de journaliste en une dizaine d'heures, pendant tout le long de l'année à mes élèves de seconde, puisque en fait, la presse est au programme en français, en seconde et puis en 4e également. Et donc de cette belle aventure est né finalement quelques années plus tard le club journal que je tiens maintenant, à la demande notamment de mes élèves de seconde qui avaient été très emballés par cette première découverte. Voilà. Merci. Dans quel but l'avez-vous créé en fait ? En fait, je crois que tout est parti de la conviction que j'ai que l'une des missions principales de l'école actuellement, c'est de former de futurs citoyens qui soient capables de comprendre des informations, de les décoder, de les vérifier, et qui soient, en fait, qui évitent, qui apprennent à ne pas se laisser séduire par les fausses informations et par les théories du complot qui prolifèrent en ce moment sur Internet notamment. Et dans quelles activités sont vos journalistes ? Alors, les activités que font nos journalistes sont variées. Ce qui est sûr, c'est que la mission que je me suis donnée auprès d'eux, c'est plus que de les chapeauter, en fait, c'est vraiment de les accompagner dans les projets qui les intéressent. Et donc, en fait, on a 2 types de missions finalement. On a les travaux que mènent nos petits journalistes seuls, individuellement, souvent, qui partent de leur envie de, je ne sais pas, par exemple, parler de
d'une exposition qu'ils sont allés voir et qui leur a plu, ou bien on a par exemple une jeune fille, Lucie, qui a fait des podcasts sur les femmes qui ont changé le cours de l'histoire. Donc voilà, ce genre d'activité. Et je les suis, je corrige les versions successives de leurs travaux et je les aide à partir d'un projet et puis à le concrétiser. Et en fait, le deuxième type d'activité que nous menons, c'est en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'il y a des événements, mes journalistes finalement font la couverture médiatique de ces événements et puis vous voyez participent. Donc on a Laetitia ici et puis Mariam ici qui mènent les débats et qui mènent ce grand direct. Par exemple, récemment, l'Orchestre des lycées français du monde est venu ici à Vienne et 10 de mes élèves du Club Journal ont eu la chance de faire partie des GRI, donc des jeunes reporters internationaux, qui ont couvert en fait tous les événements tout le long de la semaine de cet orchestre. Voilà, le genre de choses qu'on fait au Club Journal. C'est très impressionnant. Merci beaucoup, madame. Sur ce sujet, une des activités auxquelles j'ai pris part au Club Journal avec une camarade, Anaïs, qui est elle aussi en seconde, est l'interview du journaliste indépendant Vianney Laurin. Et nous avons préparé cette interview aujourd'hui, justement pour ce grand direct, sur le thème « L'info sur tous les fronts ». Donc, je lui laisse la parole à présent. Bonjour, je suis Mariam, jeune reporter internationale du lycée français de Vienne. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'info sur tous les fronts, j'interviewe le journaliste indépendant Vianney Laurin. Lors d'un reportage sur terrain, est-il déjà arrivé que vous vous sentiez en danger ? Bon, alors d'abord, il faut peut-être que je dise que moi j'ai la chance de travailler en Autriche, qui est quand même un pays relativement sûr, donc j'ai jamais eu de situation vraiment dangereuse sur un reportage en Autriche. Le moment où ça a peut-être été le plus tendu, c'est souvent lors de manifestations, par exemple. Ce que j'ai pu rencontrer, c'est des situations un peu d'agressivité, de manifestants qui vont un peu mal nous parler ou nous regarder avec insistance, voilà. Mais jamais de violence physique, je me suis jamais senti en danger, donc je suis relativement peu concerné par la question du danger sur le terrain, encore une fois parce que j'exerce en Autriche et que ça reste un pays quand même très sûr. Y a-t-il eu des situations où rester neutre a été particulièrement difficile ? Alors, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance, on fait un métier où on travaille avec des personnes. Je me souviens que j'ai interviewé une personne, une vieille dame qui avait perdu son mari pendant le Covid, et c'était peu de temps après, et elle était particulièrement évidemment touchée par la perte de son mari. Et évidemment, c'est une interview qui est difficile à mener puisqu'il faut rester dans sa position de journaliste et d'une certaine manière garder son objectivité, mais en même temps, on est évidemment humain, donc on compatit avec elle et on essaye de l'accompagner dans son témoignage. Et voilà, c'est le genre de situation où il faut évidemment être humain, être à l'écoute des gens, essayer de les accompagner dans leur témoignage, être conscient aussi qu'ils nous font confiance en nous transmettant leur témoignage et respecter ça, et dans le même temps, voilà, garder son objectivité de journaliste. Avez-vous déjà été en conflit avec un journal en raison de leur demande imposée ? Alors, moi, j'ai jamais eu personnellement de conflit avec une rédaction sur la définition d'un sujet et ce que ça pouvait être, mais après, on discute toujours avec les rédacteurs en chef et les correspondants. Une rédaction peut avoir l'impression que tel sujet sous tel angle va être intéressant, et moi, je peux considérer que ce serait plus intéressant de prendre le sujet sous un autre angle. C'est quelque chose qui va faire l'objet d'une discussion entre la rédaction et le correspondant qui vit dans le pays sur place sur ce que va être le sujet. Si à Vienne, exercer le métier de journaliste n'expose pas à des dangers, comment, comme l'affirme Vianney Laurin, ce n'est pas le cas partout dans le monde? Alors, chers élèves de CM2, est-ce que le métier de journaliste peut être dangereux et pourquoi à votre avis? Oui,
parce que si un journaliste écrit des fois peut-être telle personne a fait ci et ça, peut-être c'est faux. Et la personne qui lit le journal, quand elle voit qu'il y a écrit qu'elle a fait quelque chose, elle peut se mettre en colère et après, elle va se venger peut-être. Oui, je crois que c'est dangereux parce que peut-être qu'un journaliste écrit sur une mafia et la mafia ne veut pas que ça va pour que les autres peuvent lire ça. Alors peut-être il tue le journaliste pour qu'il ne peut plus écrire sur les mafias. Et peut-être en temps de guerre, si le journaliste va dans la zone de guerre, peut-être il va aussi être tué ou il va être espionné, par exemple. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui exercent ce métier pour récolter des informations, être connus, ce genre de trucs. C'est très dangereux. Ils peuvent partir dans des zones de guerre. Je sais pas, comme en Israël, ils peuvent se faire mitrailler ou tuer. Ou encore, comme dans les journaux, parce que dans les journaux aussi, c'est très dangereux. Je sais pas. Ils disent une critique sur la police. Par exemple, la police a fait ci, et la police elle est très méchante. La police, quand elle va lire ce journal, elle va venir, elle va chercher le journaliste ou sa famille, il va le faire sortir de sa maison, il va le tuer ou je sais pas, torturer quoi. Merci beaucoup de vos réponses. En effet, comme nous l'avons vu, le métier de journaliste présente un certain risque. Nos jeunes reporters internationaux sont allés à la rencontre de Madame Edlinger, la chargée de communication en Autriche de l'association RSF, Reporters sans frontières. Reporters sans frontières est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de défendre les reporters, la liberté de la presse et de l'information. Reporters sans frontières apporte son soutien aux journalistes qui se font persécuter dans leur pays. Un autre but de l'organisation est de montrer où la liberté de la presse est particulièrement foulée aux pieds, où règne la censure et où l'acquisition et la diffusion d'informations est en danger. L'interview a été menée par Alice, élève de terminale, et Sarah, élève de seconde. Le montage et la traduction ont été faits par Inès, élève de terminale. Chez Reporters sans frontières, la liberté de la presse vous tient particulièrement à cœur. Comment pourrait-on donc définir la liberté de la presse? Also wir bringen jedes Jahr den Pressefreiheitsindex raus. Da schauen wir uns an, wie schaut es wie schaut es um die Pressefreiheit in der Welt aus. Und da haben wir jetzt uns eine Definition erstellt, die uns am nächsten kommt, was Pressefreiheit betrifft. Und zwar bedeutet das die Fähigkeit eines Medienschaffenden, also eines Journalisten, unabhängig von sozialen, politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Einmischungen Informationen sammeln und verbreiten kann, also auch herausgeben kann, und ohne dass er Gefahr läuft, physisch und psychisch missbraucht zu werden. Die Menschenrechtserklärung sagt ja, dass wir eine Informationsfreiheit haben und jeder Mensch eben ein Recht darauf hat. Quels sont donc les critères qui permettent de définir si un pays respecte la liberté de la presse ou non? Wir haben eben jedes Jahr diesen Pressefreiheitsindex, wo wir eben uns das anschauen, wie die Pressefreiheit ist. Und bei uns setzt sich das so zusammen. Zum einen gibt es eine quantitative Erfassung, also wie viele Journalisten, das kann man ja wirklich zählen. Zwar auch nicht immer, weil natürlich auch vieles, die Dunkelziffer ist wie bei allen Dingen natürlich immer höher. Zum einen kann man natürlich die Attacken selber zählen, also weiß ich nicht, wie viele Morde, wie viele Journalisten wurden in diesem Jahr in diesem Land ermordet. Zum anderen eben dieser qualitative Fragebogen, den wir eben intern an Experten schicken, wo eben geschaut wird, kann ein Journalist wirklich frei seiner Arbeit nachgehen, ohne, wie gesagt,
Politisch zum Beispiel, das, was auch immer wieder vorkommt, dass ein Politiker einen Journalisten öffentlich auf Social Media beleidigt oder diskreditiert oder solche Dinge. Das zählt für uns alles, ist schon ein Stück Beschränkung der Pressefreiheit. Que pensez-vous donc de l'état de la liberté de la presse dans le monde? Ohne jetzt einzelne Länder zu nennen, kommen immer mehr Länder auf die rote Liste, wo quasi die Lage wirklich sehr ernst ist für Journalistinnen und Journalisten. Und das liegt zum einen an Journalistenmorden, die wieder zurückgekehrt sind, auch in Europa. Zum Beispiel Peter de Vries in den Niederlanden, der quasi erschossen wurde, weil er zu Mafia-Themen recherchiert hat. Zum anderen aber auch so eine Art, unsere Gesellschaft ist würde ich sagen, durch Corona sind die Journalisten sehr im Bild der Öffentlichkeit auf die Seite der Regierung gerutscht, obwohl sie ja nur darüber berichtet haben, aber sie wurden sehr gleichgesetzt mit der Regierung und wurden quasi sehr zum Feindbild. Dans le cadre du programme de spécialité, S'informer, un regard critique sur les sources et le monde de communication, les élèves de première AGGSP de M. Merlot abordent le cours à travers une problématique centrale consacrée à la liberté de presse. Liberté ou contrôle de l'information? Un débat politique fondamental. À partir d'une étude de cas de l'utilisation des médias pendant la guerre du Vietnam, ils ont également abordé la question plus large de l'information et de la propagande en temps de guerre. Cette question étant en phase avec le thème de la Semaine des presses des médias 2023, l'info sur tous les fronts, les élèves sont partis à la recherche de journalistes ayant couvert ce conflit et ont travaillé sur 9 journalistes de différentes nationalités. Il y a des femmes et des hommes, des photoreporters, des chroniqueurs, de la presse écrite, des journalistes radio ou TV. Certains ont payé leur vie pour leur engagement, pour leur métier. Les élèves se sont documentés sur ces personnages à travers les archives de la presse internationale et se sont ensuite attelés à la rédaction d'une chronique radiographique de 180 secondes pour présenter un des 9 journalistes. 180 secondes, c'est bien court. L'objectif est de sortir ces héros de l'information de l'oubli, de faire connaître leur travail, de donner envie aux auditeurs d'aller plus loin et de donner à réfléchir à travers cette guerre du Vietnam, datant de plus d'un demi-siècle, aux enjeux de l'information en temps de guerre. Nous allons à présent écouter l'un des podcasts, le podcast de Dicky Chapelle. Assurez-vous d'être la première femme partout. C'est ce que conseilla un éditeur de photographe à la première femme américaine morte au champ de bataille. Bienvenue dans l'heure du geek. Les amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une femme incroyable qui a marqué l'histoire de la photographie de guerre. Dicky Chapelle. Cette phrase ayant en quelque sorte un contexte triste, dénonce le comportement de Dicky Chapelle qui a brisé les barrières de genre dans un milieu majoritairement masculin, au point qu'elle en mourra. Qui est-elle? Dicky Chapelle, née en 1919 sous le nom de Georgette Louise Meyer, était une photographe de guerre américaine qui a marqué l'histoire du journalisme dans les années 1950 et 1960. Elle adopta le nom de Dicky Chapelle lorsqu'elle est devenue rédactrice pour le National Geographic en 1942. Elle a travaillé pour des magazines prestigieux tels que National Geographic et Time and Life durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et plusieurs autres mouvements sociaux du XXe siècle. Prêt à plonger dans le monde de la photographie de guerre avec Dicky Chapelle? Allons-y. Dicky Chapelle était une aventurière, une femme qui n'avait pas peur de se mettre en danger pour obtenir la photo parfaite. Elle risqua plusieurs fois sa vie, dans les zones de conflit, pour pouvoir informer le public des horreurs de la guerre. Elle fait sa première apparition lors de la bataille d'Okinawa en 1945, où elle est admise à documenter le travail des infirmières à bord de l'USS Samaritain, un navire-hôpital ancré dans le Pacifique Sud. Mais sa vraie passion était de photographier les combats des lignes de front. Et c'est pour ça qu'elle réussit à convaincre ses supérieurs d'y aller. Dicky Chapelle avait vécu plusieurs événements troublants pendant son travail. Pendant la Révolution hongroise de 1956, Chapelle a été capturée et emprisonnée pendant 7 semaines. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Elle a continué à parcourir le monde pour capturer les événements les plus difficiles à documenter.
Avec ses ailes de parachutiste vietnamien et de l'armée américaine, elle s'aventurait là où les autres journalistes n'osaient pas aller et insistait pour ne rapporter que ce qu'elle pouvait voir de première main. Les photographies de Chappell étaient connues pour leur émotion brute et leur capacité à capturer l'expérience humaine de la guerre. Elle a souvent risqué sa vie pour se rapprocher de l'action et offrir un regard intime sur les soldats en première ligne. Son travail lui a valu de nombreux prix et récompenses. Mais son compte de zone de conflit s'arrête au Vietnam. Le 4 novembre 1965, où elle devient la première correspondante américaine à mourir au combat, après avoir marché sur une mine terrestre. Des années plus tard, d'autres journalistes ont rapporté que les troupes aéroportées vietnamiennes se souvenaient encore de la petite femme mal embauchée qui avait sauté avec eux. L'influence de Madame Chappell s'étend bien au-delà de ses photographies. Étant l'une des rares femmes à travailler comme correspondante en temps de guerre, elle a ouvert la voie aux futures générations de femmes journalistes. C'est la fin de notre podcast aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette femme extraordinaire. N'oubliez pas à nous laisser un like et de partager ce podcast avec vos amis. À bientôt les listeners! Vassilios et Étienne, élèves de terminale participant au club journal au lycée, se sont eux aussi intéressés au journalisme de guerre. Ils ont rencontré Blaise Gauquelin, journaliste à l'agence France Presse, qui vit à Vienne et qui leur a fait part de son expérience en tant que reporter de guerre. Quelles sont les spécificités du journalisme sur un terrain de guerre ? Alors c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement on va pas couvrir la guerre en Ukraine comme on va faire le réchauffement climatique en haute montagne. Donc moi j'avais jamais fait de journalisme de guerre avant l'Ukraine, j'avais fait du journalisme dangereux mais pas du journalisme de guerre. Le journalisme de guerre c'est vraiment un danger physique, c'est-à-dire qu'il y a des bombes qui tombent et il faut pas être sous les bombes quoi. Donc il y a des choses à savoir. Donc moi j'ai fait une semaine de formation avant d'aller en Ukraine avec le GIGN en France. Le GIGN, c'est les forces spéciales comme Cobra en Autriche, donc avec les militaires, pour apprendre en fait à gérer des situations dangereuses en zone de conflit. Donc ça peut aller de la prise d'otage à comment on réagit à de la torture, à comment on fait quand on se fait attaquer par un chien, comment on saute dans le vide. Et en fait, pendant une semaine, on apprend à surmonter toutes ces peurs. Pour quand on est confronté à ça sur le terrain, on puisse avoir la bonne réaction, parce que si on n'a pas la bonne réaction, on meurt. Donc par exemple, voilà, quand il faut sauter dans le vide, il faut sauter dans le vide. Donc si tu n'y arrives pas avec le GIGN à Paris, c'est pas la peine d'aller en Ukraine, parce que ça peut être dangereux. Donc c'était aussi une semaine de formation pour voir si on était capable psychiquement d'accepter ça. Et donc cette préparation est très importante. On apprend aussi, par exemple, s'il y a une bombe, à sauver son camarade qui s'est fait couper une jambe. Des choses très très trash, quoi, hein, des choses assez dangereuses. Et puis aussi à être confronté à la mort, voilà. Et puis après sur le terrain, quand on le vit la première fois, moi j'y suis allé 1 mois en Ukraine, donc j'ai fait toute l'Ukraine. Et on n'est pas toujours sur le front, pas toujours avec le gilet pare-balles et le casque sur le front, mais on y est régulièrement. Donc il y a tout un tas de situations différentes auxquelles on est confronté et c'est extrêmement varié. Et moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. À présent, je vais vous présenter le World Press Photo Contest qui a été travaillé par les élèves de seconde 3 et seconde 4, les élèves de Madame Lamotte. Donc, le photojournaliste travaille à partir d'images qu'il produit et qui montrent l'actualité, afin d'informer le public sur les événements locaux, nationaux et internationaux. Les photographes utilisent souvent leur créativité pour capturer des images frappantes, émouvantes et mémorables, qui racontent une histoire à elles seules. Le World Press Photo Contest est l'un des plus prestigieux concours du photojournalisme du monde. Depuis sa création en 1955, le concours a attiré des milliers de photographes de presse de tous les coins du monde. L'objectif principal étant de mettre en valeur des images journalistiques de qualité qui capturent des événements importants dans le monde à l'échelle nationale et internationale. On parle alors de photojournalisme. Plus de 100 000 photographies sont proposées par des photojournalistes professionnels et une quarantaine de photos sont primées par un jury professionnel. La photo la plus prestigieuse est alors la Photo of the Year. Pour vous donner une idée, la photo la plus connue est peut-être celle qui a été prise par Nick Hughes, la célèbre Napalm Girl, par exemple.
J'ai moi-même eu la chance l'année dernière de découvrir cette exposition avec ma professeure Madame Baudenès. Je peux vous assurer que ces images sont autant époustouflantes que profondes. Je laisse à présent la parole à Laetitia. Bonjour Madame Lamotte, vous êtes professeure d'histoire et géographie et vous emmenez chaque année vos élèves voir l'exposition depuis 2013. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est si important pour vous d'emmener vos élèves à cette exposition et quel travail de réflexion ils sont amenés à faire après ? Déjà, emmener les élèves voir cette exposition, c'est profiter d'une occasion assez extraordinaire puisque cette exposition est itinérante et passe chaque année à Vienne pendant 3 semaines à la galerie au Westlicht. Donc l'occasion, il faut la saisir évidemment. Il s'agit aussi de sensibiliser les élèves à l'actualité du monde, se décentrer, se connecter au monde qui finalement nourrit nos cours. Et enfin, et c'est surtout ça qui est le plus important à mon sens, il s'agit d'éduquer à l'image. Et c'est utile pour les citoyens du monde que nous sommes. On est tous bombardés quotidiennement par des images du matin au soir. Et l'idée, c'est qu'il faut éduquer le regard pour mieux voir ce qui se cache derrière une photo. De décrypter pour se rendre compte qu'une image n'est jamais neutre. Elle peut manipuler tout autant, voire peut-être mieux qu'un discours, puisque c'est quelque chose d'immédiat. Et il faut donc s'intéresser à la fabrique de l'image, véritablement. Voilà. Et quelles sont les réactions des élèves face à cette forme de journalisme ? Alors elles sont diverses. C'est un gros travail qu'on fait sur les émotions en fait, parce que la photo étant un média immédiat, elle parle plus au cœur qu'à la tête. Et du coup, certains sont choqués. Je me souviens d'une élève il y a quelques années qui a craqué en découvrant des photos de la Syrie, son pays d'origine qui était ravagé. D'autres sont intrigués, vont vers des images qui vont les surprendre et ils vont essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière. Et après, on a aussi le caractère esthétique. On peut être attiré par la beauté des images pour après être davantage sensibilisé à une problématique. Donc on est tous sensibles à des choses différentes et c'est pour ça que la photographie nous appelle, nous interpelle de manière différente en fonction de nos sensibilités. Et au-delà des émotions, on peut donc apprendre, dans un deuxième temps, à raisonner pour mieux comprendre le monde, me semble-t-il. Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter le podcast de Tia sur une des photos exposées justement à ce World Press Contest, The Book of Veles, par Jonas Benediktsson. Bonjour, je m'appelle Tia et je suis élève de seconde au lycée français de Vienne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une photo prise par Jonas Benediktsson qui appartient à son projet The Book of Veles, durant lequel il a exploré la ville nord-macédonienne de Veles. C'est une photo qui appartient à un projet à long terme, The Book of Veles, qui contient 31 photos. Passons à l'analyse de la forme. La photo montre un petit ours qui est en train de boire de l'eau d'une rivière. C'est une vue d'ensemble en angle frontal, qui centre l'ours et montre autour de lui une partie de la terre et une partie de la rivière. La ligne de force est plutôt oblique et sépare la terre et l'eau. Cela donne une impression d'équilibre à la photo. Ça encourage l'œil à aller de bas en haut pour explorer la photo. Mais finalement, c'est l'ours qui attire le regard des observateurs immédiatement au centre. Il y a un peu de texte dans la photo elle-même, et c'est le panneau indiquant l'ambassade royale du Norvège. Mais on sait très bien que ce lieu ne peut pas être une ambassade, donc ça rend le spectateur sceptique. On a du mal à faire confiance à la photo. Passons à l'analyse du fond. Cette photo appartient au projet The Book of Veles, un livre publié en 2021 par Jonas Benediktsson. Cette exploration mélange les fausses informations et la photographie documentaire. À travers ce projet, le photographe cherche à poser des questions critiques autour de la photographie et de la représentation de la réalité. Mais Benediktsson se concentre principalement sur les fausses nouvelles, c'est-à-dire les fake news. Car la ville provinciale de Veles, ville inconnue du monde située en Macédonie du Nord, s'est placée sur la carte du monde comme épicentre de la production des fausses nouvelles lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Certains habitants de Veles ont créé des centaines de sites web se faisant passer pour des portails d'information politique américaine. Même s'il s'agissait peut-être d'un stratagème lucratif, dont son but principal est de produire de l'argent, la présence de ces faux sites a peut-être favorisé l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. 6 mois après sa publication, Benediktsson a révélé que le projet lui-même était un faux. Toutes les personnes représentées sont des modèles 3D générés par ordinateur. Les arrière-plans des images ont été réalisés en photographiant des espaces vides à Veles. Des avatars ont été placés dans la scène avec des émotions, des poses et un éclairage qui correspondait à la scène originale. Et tout le texte qui accompagne les photos dans le livre a été écrit par une intelligence artificielle.
Donc, comme les électeurs en 2016, nous, les spectateurs, avons été bernés en croyant que ces photos pouvaient être réelles. Seul notre esprit critique nous protège face aux fake news. En conclusion, cette photo a une histoire et une explication cachée intentionnellement par le photographe, qui sensibilise aux fake news et aux faux sites trumpistes qui ont popularisé Vils. Et c'est ça ce qui a influencé tout le livre The Book of Vils. Merci pour votre attention. Aussi fascinante qu'effrayante, l'intelligence artificielle a parcouru un long chemin. Ce projet nous amène à nous interroger sur la facilité avec laquelle les fake news peuvent être produites, diffusées et crues. Les fake news circulent 6 fois plus vite sur Twitter que les informations fiables, d'après une étude du MIT. Une question qu'on se pose alors est comment savoir si une fake news, si une information est vraie ou pas. Et j'aimerais vous demander, auriez-vous une idée ? Oui, déjà pour vérifier une source, pour vérifier une information, si elle est vraie ou faux, il faut suivre la source. Si la source est vraie, c'est bien, mais si elle est fausse, les journalistes ne la mettent jamais. Pour vérifier une information, on doit trouver la source et la date de l'événement. Après, si ça correspond, ça veut dire qu'elle est juste. Si elle est fausse, c'est pas bien. Merci beaucoup. Le journaliste à l'AFP, Blaise Gauquelin, nous explique comment reconnaître les fake news. Alors, le conseil que je donnerais pour repérer des fake news, des fausses informations, comme on dit, d'abord, c'est de se poser des questions. Il faut se poser un certain nombre de questions quand on est consommateur d'informations. D'abord, est-ce que ce qu'on me raconte est logique ? Est-ce que la conclusion qui est tirée de l'article, elle fait sens. Dans les théories du complot, par exemple, on présente souvent des raisonnements qui sont tirés par les cheveux. Et elle pose aussi beaucoup de questions, mais elle n'y répond pas forcément. Un article est là pour répondre à des questions, pas pour poser des questions au lecteur. Normalement, quand un lecteur a fini un article, on doit avoir répondu à quasiment toutes les questions qui s'est posées sur le sujet. Est-ce que la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de se poser la question de est-ce que ce qu'on m'envoie, est-ce que c'est seulement populaire ? Est-ce que c'est vrai parce qu'il y a 3 millions de vues, par exemple, sur Instagram ? Ou est-ce que c'est vraiment sérieux ? C'est pas parce que c'est populaire que c'est vrai. Quand on fait une recherche sur Google, par exemple, les premiers résultats qu'on voit sont ceux qui ont été les plus vus. Et ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus véritables. Et c'est pas parce que beaucoup d'internautes regardent une vidéo que les informations qui sont présentes dans la vidéo sont vraies. Une autre manière de repérer une fake news, une fausse information, une mésinformation, c'est de regarder si on la trouve ailleurs. Si vous voyez une information mais que ni Le Monde, ni Le Point, ni ORF.at, ni Eurosport n'en parlent, il y a de grandes chances pour que cet événement si extraordinaire soit une fake news. Il faut essayer aussi de repérer les sources. Est-ce que dans un article, le journaliste cite les sources qu'il a employées ou pas ? Si le journaliste est honnête, il est censé citer les sources avec leur véritable nom, il n'a rien à cacher. Quand il n'y a pas de source dans un article, en général, c'est mauvais signe. S'il n'y a pas le nom de l'auteur de l'article, par exemple, aussi, s'il y a une musique inquiétante aussi, en fond sonore, et si on vous dit en général tout le monde vous ment, à mon avis, c'est que c'est pas bon signe. Ensuite, il faut rechercher quel est l'objectif de l'article. Est-ce qu'on veut vous vendre quelque chose ? Est-ce que c'est de la propagande pour vous convaincre de voter pour quelqu'un ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce qu'on veut vous convaincre de quelque chose ? Est-ce que c'est une rumeur ? Est-ce qu'on veut vous faire peur ? Ou est-ce que c'est une information, c'est-à-dire un article qui vous amène à réfléchir, à vous apprendre quelque chose, etc. Enfin, le dernier conseil qu'on pourrait donner, c'est de regarder le site internet qui publie l'article. Si ça se termine par fr, .fr, .com, .org, .gouv, ce sont des choses qui sont beaucoup plus officielles que si ça se termine par .inf, par exemple, ou des choses comme ça. Effectivement, ce n'est pas facile de ne pas tomber dans le panneau. Mais alors,
Comment combattre les fake news? Écoutons ensemble la réponse de Blaise Gauquelin. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre les fake news? D'abord, moi, j'aurais envie de dire que mon travail de journaliste, c'est pas de lutter contre les fake news, c'est de faire le meilleur travail possible pour convaincre les gens de me lire moi et pas des fake news. Donc, je pense que le meilleur moyen de lutter contre les fake news, c'est de faire du bon journalisme, du journalisme de qualité. La plupart des journaux ont développé maintenant des rubriques qui démontent les fake news. Quand on cherche véritablement les origines d'une fake news, on arrive à démontrer que ce sont de fausses informations. Donc à l'agence France Presse, on est leader mondial avec un partenariat avec Facebook pour démonter les fausses informations qui sont par exemple présentes sur Facebook, mais désormais quasiment la plupart des médias ont leur propre rubrique dédiée. Enfin, j'ai envie de dire que la troisième manière de lutter contre les fake news, si on veut faire ça, c'est de s'informer de manière active et non pas passive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément lire ce qu'on vous envoie, lire le premier article qui est présent sur une page d'accueil d'un ordinateur, ce qui est partagé sur le réseau social populaire sur lequel on est ou alors dans le groupe de la classe, mais il faut activement aller chercher les informations qu'on recherche. Il faut se demander où est-ce qu'on va les chercher, qui les écrit et pourquoi. Sans journalistes engagés et courageux, le public serait-il encore informé? Des journalistes ont décidé de mettre de côté leur patriotisme pour exposer la vérité. Je vous propose de découvrir le portrait de Seymour Hersh, présenté par des élèves de première AGGSP de M. Merlot, dont l'ensemble des portraits sera disponible sur notre web radio. En général, les journaux ont tendance à tous ronronner les mêmes faits. Cependant, il y avait un journaliste qui sortait de l'ordinaire et qui exposait les vérités. Il s'agit de Seymour Hersh. Qui n'aimerait pas en savoir plus sur un journaliste qui dénonce des actions et qui cherche à révéler les vrais faits, même si cela veut dire mettre son propre pays sous la lumière des projecteurs en dénonçant ces actions inadmissibles sur le plan humain. Ce journaliste d'investigation américain, né en 1937 à Chicago, a révélé ou contribué à révéler certains des plus grands crimes de l'histoire américaine, notamment le massacre de My Lai. Pendant la guerre du Vietnam, la découverte que les États-Unis étaient en train de constituer un vaste stock d'armes chimiques et biologiques en pleine guerre du Vietnam et les mauvais traitements infligés aux prisonniers à Abu Ghraib en Irak par les forces américaines. Il a aussi mis en lumière les efforts de déstabilisation menés par l'administration de Richard Nixon en 1973 pour renverser le président chilien Salvador Allende ou encore révéler le programme nucléaire secret israélien. Pour le massacre de My Lai en 1968, il a obtenu un prix Pulitzer en 1970. Mais en quoi consiste donc cette affaire qui a choqué le monde entier? Au matin du 16 mars 1968, les habitants du village de My Lai, au sud du Vietnam, préparent leur petit déjeuner tranquillement. Il n'y a que des femmes, des vieillards et des enfants, pas de soldats, ni de Viet Cong. Seulement des civils qui ont été tués de sang-froid par une centaine de soldats de l'armée américaine. Le bilan est lourd, il est de 504 civils tués. Cet épouvantable massacre, qui a été dissimulé par l'armée, a seulement été révélé 18 mois plus tard, en novembre 1969. Et cela a été fait par un journaliste américain, qui est notre fameux Seymour Hersh. Pour conclure dans la guerre, il est rare que les journalistes agissent contre les intérêts de leur pays. Cependant, Seymour Hersh n'a pas reculé devant le devoir moral et professionnel, car il s'est imposé de dire la vérité. Ses faits et gestes sont des actes considérés comme presque héroïques dans la profession. C'est un journaliste de la vieille école qui représente une catégorie qui n'existe presque plus aujourd'hui. Journaliste d'investigation acharné, il ne soumet pas ses articles au contrôle de la CIA. Il est donc considéré comme l'un des meilleurs journalistes de sa génération. C'est une légende vivante du journalisme. Les journalistes doivent également mener des combats éthiques. Blaise Gauquelin nous éclaire sur cette problématique. Alors, quel est le combat ou quels sont les combats principaux que le journaliste doit mener actuellement? Alors, le premier combat, c'est de ne pas perdre les lecteurs, parce que le monde étant devenu extrêmement anxiogène entre la guerre, les pandémies et les problèmes de société qu'on a, j'entends de plus en plus depuis 6 mois, 1 an, les gens dire qu'ils ne regardent plus les journaux parce qu'ils ne peuvent plus supporter.
Donc le principal combat, c'est de trouver une manière d'écrire qui ne soit pas totalement pessimiste et qui laisse un espoir aux gens. C'est notamment le cas sur la question du réchauffement climatique. Il faut, à mon avis, arrêter de faire des sujets anxiogènes, mais essayer de proposer des solutions. Donc un journalisme de solutions, je pense que c'est un vrai combat parce que il faut réussir aussi à intéresser les gens aux solutions. La deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est que le vrai combat, c'est de garder le contact avec le terrain. Être sur le terrain, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent, de moins en moins de journalistes peuvent se le permettre. Or, je pense que c'est vraiment le travail du journaliste d'être un intermédiaire et d'aller voir toutes les sources, quelles qu'elles soient, de parler avec tout le monde, que ce soit des chefs d'État comme des gens qui font des choses, par exemple, qui ne sont pas légales, etc. De pas être dans le jugement moral, mais de vraiment pouvoir parler avec tout le monde pour écrire un article qui permette vraiment aux gens qui vont le lire de se faire leur propre point de vue. Donc à la fin de ce direct. Et j'aimerais pour finir remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, notamment M. Gauquelin-Blaise et Vianney Laurin, mais aussi Frau Edlinger et Madame Lamotte. Je voudrais aussi remercier Alice Spring et Magali Kantner qui ont fait un travail colossal pour organiser ce direct. Sans oublier à la régie Jean-Baptiste, Rose, Camilla ainsi que tous les GRI qui encadrent ce direct. Et enfin, le public qui nous a accompagnés aujourd'hui pendant ces 50 minutes. Merci à tous et au revoir.